Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Le triple attentat de Dahab en Égypte a finalement fait 18 morts, 12 Égyptiens et 6 ressortissants étrangers, dont un enfant allemand de 5 ans. On compte 2 Français parmi les blessés, pas de revendication, mais tout désigne un groupe islamiste. 10 personnes ont été arrêtées aujourd'hui et sont actuellement interrogées. En France, la rentrée publique de Dominique de Villepin après le revers du CPE. Le Premier ministre veut tourner la page. Il affirme qu'il n'est pas un homme de trop grande prudence. Il mettait en place à la Sorbonne une commission de réflexion sur le lien entre université et emploi. Les étrangers qui veulent obtenir une carte de séjour devront décrocher au préalable un diplôme de français. La mesure décidée hier viendra compléter le projet de loi Sarkozy sur l'immigration examiné la semaine prochaine à l'Assemblée. Faudra-t-il voyager debout dans les avions? C'est l'une des pistes explorées par les compagnies aériennes pour améliorer leur rentabilité face à l'envolée des prix du pétrole. Il est aussi question de rapprocher un peu plus encore les sièges les uns des autres. Enfin, Paloma arrive dans les Pyrénées. C'est la première des ours slovènes transférés en France. Au terme d'un voyage ultra secret pour éviter les opposants, la liberté ne lui a pas encore été rendue. Et avant de développer ces titres, la retraite d'un des Français les plus populaires. On s'y attendait, cette fois c'est sûr. Zinedine Zidane vient d'annoncer officiellement qu'il arrêtera le football juste après la Coupe du Monde. Il quittera non seulement l'équipe de France, mais aussi son club du Real Madrid. Christophe Duchiron. La vérité du jour n'étant pas celle du lendemain, c'est à 19 h ce mardi et non demain comme prévu que Zizou a annoncé que pour lui, c'était le début de la fin. C'était pour simplement annoncer qu'après le mondial, en fait, j'arrêterai de jouer au foot. Il est né le 23 juin 1972. Extraordinaire! Et c'est encore Zinedine Zidane! Mais Zizou s'est révélé aux yeux du monde le 12 juillet 1998, le jour où il marque par 2 fois en finale de la Coupe du Monde. Ce jour-là, il enterre la France de Poulidor, la France du sport qui se nourrit de regrets au lieu de victoires. Zizou à tout bout de champ, en symbole flamboyant de la France qui gagne, lui le Français d'origine kabyle. Sur tous les terrains du monde, Zizou s'est comporté en tant que footballeur comme un homme de séduction. Et sa danseuse à lui, c'est la balle, complice idéal, qu'il apprivoise et qu'il caresse. Zizou est un esthète qui a rendu fou beaucoup de ses adversaires et certains commentateurs. Ici lors de la finale de la Ligue des Champions en 2002. En 17 ans de carrière, Zizou a beaucoup gagné, si bien que son palmarès pèse aussi lourd que son compte en banque. Il a vendu son image, il est devenu au fil du temps la personnalité préférée des Français. À bientôt 34 ans, il n'a pas mal à la tête mais aux jambes. J'arrive à un âge aussi où c'est que c'est de plus en plus difficile et j'ai pas envie de repartir un an et de faire une année comme je viens de faire cette année ou même il y a 2 ans de ça. Il lui reste 4 matchs à jouer avec le Real de Madrid et un travail de pré-retraité à terminer. Gagner la Coupe du Monde avec les Bleus de l'équipe de France. Son dernier défi de footballeur. Après, si le cœur lui en dit, il ira à la pêche, où il s'essayera aux mots croisés. L'Égypte est donc une nouvelle fois confrontée au terrorisme. On l'évoquait dès hier. C'est bien un attentat, le 3e en 1 an et demi dans le pays, qui a frappé la station balnéaire de Dahab. Les bombes ont explosé dans 2 restaurants et un supermarché. Elles ont fait 18 morts et des dizaines de blessés. Christelle Bertrand. La mer continue à charrier tout ce que les explosions ont projeté. Ces plongeurs sont chargés de récupérer les indices qui pourraient permettre d'identifier des corps. Juste au-dessus de la plage, les commerces éventrés n'ont pas encore tous été nettoyés. Hier soir, à l'heure du dîner, la corniche est bondée. Beaucoup d'Égyptiens profitent encore de ce long week-end férié. De nombreux touristes sont aussi de sortie. Sur les 3 explosions presque simultanées, une a lieu dans un supermarché, les 2 autres dans des restaurants. Toutes les vitres ont explosé et on s'est réfugié sous une table où on est resté 2 minutes. Tout le monde hurlait et on a couru pour quitter cet endroit. Selon les témoins, les secours sont arrivés très vite sur les lieux du drame. Les blessés sont évacués vers les hôpitaux de Dahab et Sharm el-Sheikh, situés à quelques kilomètres au sud. Ce jeune Français s'en tire avec quelques points de suture et des images à jamais gravées dans sa mémoire. 100 mètres derrière nous, il y a eu les 2 explosions. Donc on a commencé à courir pour remonter l'allée. On est tombé dans le piège de la 3e explosion qui était à 50 mètres devant nous.
Donc bon, j'ai été blessé et on a eu un autre petit blessé superficiel aussi. Et pour finir, on est se réfugié sur la plage. Les victimes les plus graves ont été rapatriées par avion à Sharm el-Sheikh. Cet après-midi, le président Moubarak s'est rendu au chevet des blessés. Pendant que la police scientifique continue ses investigations, les autorités égyptiennes annoncent l'arrestation d'une dizaine de personnes. 2 hommes seraient informaticiens. Ils venaient du Caire et seraient arrivés à Dahab la veille des explosions. Pour l'instant, les attentats n'ont pas été revendiqués. C'est bien le secteur touristique qui était visé. Il s'agit d'un des poumons économiques du pays. Nos envoyés spéciaux Laurent Boussier et Moustapha Mohamed sont arrivés sur place quelques heures après l'attentat. Ils ont rencontré ce matin des touristes français qui passent leurs vacances de Pâques là-bas. Voici leur reportage. Il est encore sous le choc, avec dans la tête le bruit et la violence des explosions. Sylvain est un des 2 Français légèrement blessés par l'attentat d'hier soir. Très ému, il préfère laisser la parole à son ami Bernard, qui était à ses côtés quand les bombes ont explosé. Avant d'avoir vu, en fait, nous avons entendu et on s'est demandé ce qui se passait. On a cru que c'était d'abord un gros feu d'artifice. Ensuite, on s'est retourné, on a vu une grosse gerbe de flammes et de morceaux qui volaient. Très vite soigné, Sylvain a rejoint ses amis ce matin. En fait, c'est tout un groupe de Français en stage de plongée à Dahab qui se sont retrouvés au milieu des attentats. Présents sur la corniche au mauvais moment, tous racontent le bruit, la violence, la peur. Tout le groupe a été choqué. Bien sûr, quand vous voyez des gens qui courent, plein de feu, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Donc nous voulons retourner en France aujourd'hui. Donc là, vous voulez vraiment partir? Oui, nous voulons partir, oui. Le séjour de rêve s'est transformé en cauchemar, le groupe va donc très vite rentrer en France. Les touristes, eux, sont évidemment moins nombreux que les jours précédents. Mais ceux qui sont là ont décidé de rester. Comme ces 3 Françaises. Elles ont elles aussi assisté à l'attentat. Elles ne cachent pas leur peur, mais montrent aussi leur détermination. Nous, on pense rester, on pense rester parce que de toute façon, on se dit que statistiquement, il y a peu de chances que ça se reproduise. C'est pas évident de partir. Et puis, il n'y a pas de raison, qu'on parte parce qu'il y a eu cet attentat. Aujourd'hui, à Dahab, aucun départ massif de touristes n'a été remarqué. Laurent Boussier, qu'on retrouve en direct. Bonsoir Laurent, on le disait, c'est le 3e attentat en 18 mois. Comment expliquer que l'Égypte soit devenue l'une des principales cibles du terrorisme ? Oui, absolument. 3e attentat en 3 mois dans le Sinaï égyptien. Le premier, c'était en 2004 à Taba, juste à la frontière avec Israël. Il y a eu 34 victimes. En 2005, c'était Sharm el-Sheikh, la grande station balnéaire du sud du Sinaï avec 70 morts. Et aujourd'hui, Dahab, qui est géographiquement, je dirais, entre les deux. Alors à chaque fois, les terroristes marquent sur 2 tableaux. D'abord parce qu'ils affaiblissent l'économie égyptienne en tapant au portefeuille, c'est-à-dire à l'économie et à l'industrie touristique. Et puis ensuite, comme ils tuent quelques Occidentaux, ils s'assurent une couverture médiatique importante. Parce que derrière tout ça, il y a un but. Le but, c'est de déstabiliser l'Égypte et surtout le président Hosni Moubarak qui est déjà affaibli et contesté. Un président à qui il est reproché pêle-mêle d'être l'allié des Américains, d'avoir continué la paix avec Israël et surtout de faire la chasse aux islamistes ici en Égypte. Et puis il faut dire, Laurent, que le pays est confronté à une poussée de l'islamisme qui ne date pas d'hier d'ailleurs. Oui, absolument. Depuis plusieurs années, depuis plusieurs dizaines d'années, l'islamisme progresse ici. Une partie de la société égyptienne s'islamise. Il y a quelques mois, les frères musulmans, qui sont quand même un mouvement extrêmement dur, ont progressé aux élections. Ils ont eu beaucoup de voix, beaucoup de députés. Et puis vous savez qu'au Caire, il est maintenant de plus en plus fréquent de voir des femmes voilées et pratiquement presque toutes les femmes sont voilées là-bas. Merci Laurent. Partout dans le monde, en tout cas, la condamnation est unanime. Plusieurs pays musulmans ont dénoncé les attentats comme étant contraires à l'islam. Aux États-Unis, principal soutien de l'Égypte, George Bush a évoqué un acte odieux et il a promis de continuer à traquer les terroristes. En France, Jacques Chirac exprime sa consternation et sa solidarité. En Belgique, après le meurtre du jeune Joe qui a ému tout le pays, l'enquête a progressé aujourd'hui. L'un des meurtriers présumés a été arrêté. L'autre, celui qui est soupçonné d'avoir porté les coups, est sans doute identifié. Il s'agit de 2 jeunes Polonais. Anouk Burel. Ils ont été filmés par une caméra de surveillance le 12 avril, juste avant le meurtre. Les 2 agresseurs qui entrent ici dans la gare sont désormais identifiés. Les enquêteurs les croyaient maghrébins, ils sont polonais et mineurs. Les voilà juste après l'agression, en train de prendre la fuite. Celui qui court en tête vient d'être interpellé.
Ce serait le complice du meurtrier. C'est une bonne chose que l'un des deux ait été arrêté. Mais franchement, moi, j'aurais préféré qu'il soit majeur pour qu'il soit sévèrement puni. Dans ce cas-là, ils auraient pris 20, 30 ans de réclusion pour ce meurtre gratuit. 5 coups de couteau pour un baladeur MP3 qu'il a refusé de céder. Le meurtre de Joe en pleine gare de Bruxelles a bouleversé la Belgique. 80 000 personnes ont défilé dimanche dans les rues de la capitale. Le suspect a été reconnu grâce aux images de vidéosurveillance, largement diffusées dans les médias. Il était scolarisé dans cet établissement malgré sa situation irrégulière sur le territoire. C'était un élève qui n'avait aucune difficulté comportementale, bien au contraire. Dans les classes, il était sans problème. Le jeune homme de 16 ans a reconnu les faits en partie et livré l'identité du meurtrier présumé. Il aurait 16 ans lui aussi et serait en fuite en Pologne. La police polonaise vient d'en être informée. En France, des vacances qui tournent au drame dans l'Hérault. 4 enfants qui jouaient au bord de l'eau à Carnon, près de Montpellier, ont été emportés vers le large par les courants. 3 d'entre eux ont pu être sauvés. Un autre, âgé de 9 ans, est porté disparu. Sur place, Hélène Vergne, Nicolas Rançon. Tu sais, Nathan, tu peux lui dire merci. Il est sain et sauf, le jeune Nathan, comme 2 de ses petits compagnons. Mais un 4e garçon, âgé de 9 ans, est toujours porté disparu. Sur cette plage très fréquentée de Carnon dans l'Hérault, les enfants jouaient sur un bateau pneumatique à 20 mètres du bord. Une eau à 14 degrés, une mer forte, l'embarcation chavire. C'est grâce à l'intervention rapide de témoins que 3 enfants ont pu être sauvés. On est allé au large, on a ramené un petit avec une jeune fille de 16 ans qui, elle, l'a pris sur les épaules. Bon, moi, j'ai pris des vagues et j'ai fait me nourrir. On m'a dit que j'avais nagé durant 7 ou 8 minutes avant qu'il y ait quelqu'un qui vienne m'aider. Puis ensuite, moi, j'étais complètement épuisée, donc quelqu'un qui a pris la relève et on est revenu sur la plage avec l'enfant. Sur place, des plongeurs, un hélicoptère, une vedette, des moyens de secours importants, mais qui viennent d'être suspendus en raison de mauvaises conditions météorologiques. Il y a beaucoup de courant, donc dans un premier temps, le courant vous traîne vers le large et ensuite vous brosse sur la digue là-bas. Donc c'est une opération assez dangereuse. À cette époque de l'année, il n'y a aucun sauveteur sur le littoral. La saison n'a pas encore officiellement commencé. Et je pense qu'il va falloir, grâce à vous, grâce aux médias, peut-être faire passer le message que pour le moment, il n'y a pas encore les sauveteurs, c'est pas organisé, et d'être très très prudent, surtout avec les enfants. Les recherches pour retrouver le corps du jeune disparu devraient reprendre demain matin. Le retour sur la scène publique de Dominique de Villepin. Après l'échec du CPE, après les vacances, c'était aujourd'hui sa rentrée. Il installait une commission de réflexion sur l'université et l'emploi. Beaucoup, vous le savez, estiment qu'il devra désormais faire profil bas, rester prudent. C'est à cela qu'il a voulu répondre, tout en reconnaissant que la réforme de l'université, justement, ne sera pas pour tout de suite. Jean-Baptiste Prédaly, Francis Forget. Déhué au loin pour une première sortie dans Paris. C'est à la Sorbonne et c'est tout sauf un hasard. Pas de hasard non plus. Pour rebondir après le CPE, Dominique de Villepin affiche la décrispation. Même lorsqu'il se retrouve face à des leaders étudiants qui l'ont mis en difficulté, comme Bruno Julliard. Objectif, consensus donc. Et pour le consensus, rien de tel qu'un grand débat sur l'université. Définissons ensemble un nouveau pacte entre l'université et les Français. Un pacte qui doit engager chacun d'entre nous. Ceux qui ne veulent pas du pacte sont devant la Sorbonne. 200 manifestants environ, de la coordination étudiante, avec quelques remous pour se disperser. À l'intérieur, on discute, le Premier ministre prend le temps d'écouter, on lui a reproché sa rigidité, il fait maintenant l'éloge de l'humilité et du dialogue. L'autre, tous les autres, surtout peut-être celui qui est étranger, a quelque chose à nous apporter. Alors ouvrons notre porte, acceptons de nous parler, acceptons de nous écouter. En octobre, une commission fera ses propositions sur l'université et l'emploi. Cet après-midi, Dominique de Villepin soutenait une thèse en Sorbonne, sujet « Comment renouer avec la jeunesse ».
Pendant ce temps, Jacques Chirac a lancé officiellement les 6 projets de l'Agence d'innovation industrielle créée récemment. 6 projets pour inventer les produits de demain, selon le président de la République. Et des projets qui seront directement subventionnés. Parmi eux, un bâtiment économe en énergie, une nouvelle génération de métro automatique et, bien sûr, le fameux programme Kairo d'un moteur de recherche européen qui vise, rappelons-le, à concurrencer Google et Yahoo et dont on a déjà parlé ici même. Le débat sur l'immigration, c'est dans une semaine tout juste. Vous le savez que Nicolas Sarkozy présentera son projet de loi qui durcit les conditions d'entrée et de séjour. Parallèlement, d'autres mesures portant sur l'intégration seront également discutées. L'une d'entre elles retient l'attention. Elle porte sur la connaissance de la langue. Les étrangers qui veulent obtenir une carte de séjour devront passer une épreuve de français et obtenir un diplôme. François-Julien Piednoir, Éric Delagneau. Alors, comment envoyer une lettre recommandée? Ça semble si simple comme ça, mais quand on arrive d'Afghanistan, du Bangladesh ou du Congo, qu'est-ce qu'il faut faire? Le français, c'est souvent du chinois. Ouais, il faut aller à la poste. Et quoi Ces personnes d'autre? immigrées depuis quelques mois prennent donc des cours très pratiques. Aujourd'hui, ils sont à la poste. Bonjour, qu'est-ce que je dois faire pour aller à la poste? Tu dois aller à la poste? Non, non, qu'est-ce que je dois faire pour envoyer un paquet au Maroc? Aller à la poste. Quelqu'un qui vient du Bangladesh ou du Pakistan ou du Sri Lanka, en ce moment il y en a pas mal, ils ne disent pas un mot. On détermine des choses très concrètes. Se débrouiller à la poste, aller faire ses courses, aller chez le médecin. Comment on appelle ça? Toutes les informations sur une personne. Ces cours de français vont devenir obligatoires pour passer un diplôme de langue française et obtenir en cas de succès une carte de résident. Ils devront savoir se présenter, donner la date et l'heure, remplir un formulaire administratif ou savoir tenir une discussion dans un commerce. La ministre déléguée à la cohésion sociale est venue leur expliquer pourquoi. Si vous voulez vivre en France et avoir un projet, il faut pouvoir parler français. Le fait d'avoir une capacité à parler notre langue, c'est aussi le témoignage de la volonté de s'intégrer dans notre pays. Tout comme pour venir vivre dans notre pays, il est normal de connaître à la fois les règles, mais également ses droits. C'est nécessaire parce que si tu ne connais pas français, comment tu vas se débrouiller? Ça sera vraiment pas bien, quoi. Il faut apprendre. 500 heures de cours seront nécessaires à ces immigrants pour apprendre les bases de notre dictionnaire et devenir peut-être un jour français. On reparle de l'affaire Battisti, l'ex-activiste d'extrême gauche italien, condamné pour meurtre dans son pays et qui est actuellement en cavale en France, vient de publier un livre au nez et à la barbe des autorités. Un livre préfacé par Bernard-Henri Lévy. Il faut dire qu'une grande partie des intellectuels français et de la gauche française a pris fait et cause pour lui, ce qui scandalise les Italiens. Loïc Delamornay, Francis Forget. C'est la dernière image de César Battisti. Il faut que ça s'arrête une fois pour toutes. Il faut que la France respecte sa parole. Août 2004, l'ancien activiste italien d'extrême gauche, réfugié politique en France, est menacé d'extradition. Dans les jours qui suivent, il entre en clandestinité. Fait exceptionnel dans l'édition, de son refuge secret, alors qu'il est recherché par la police, il envoie son ouvrage « Ma cavale ». Dans ce livre, il clame son innocence, lui qui a été condamné à la perpétuité par la justice italienne pour 4 meurtres commis durant les années de plomb à la fin des années 70. En France, de nombreux intellectuels défendent le cas Battisti. Bernard-Henri Lévy n'a pas hésité à rédiger la préface du livre. On a amnistié les criminels de l'OAS au bout de 4 ans ou de 5 ans. En effet, il n'est pas absurde de considérer qu'après 20 ans, après 30 ans, on puisse considérer qu'un ancien terroriste ou un ancien avocat de la lutte armée qui s'est rangé, qui a renoncé, qui a changé son âme, qui est revenu à une vie normale, qui a fondé une famille, il n'est pas absurde de considérer qu'on tourne la page. La romancière Fred Vargas a postfacé le livre. Pour elle, Battisti est un bouc émissaire qui n'a pas de sang sur les mains. Dans ce livre, il est clair, on le découvre tous ensemble. Il dit, bon, maintenant je vais dire ce que j'ai fait, je vais parler de ce passé sur lequel je me suis tue pendant toute cette période de 2004 et comment il a tué et jamais tiré sur personne, Battisti. C'est un lampiste dans cette affaire politique. Mais de l'autre côté des Alpes, César Battisti est considéré comme un terroriste. Nous avons rencontré à Milan le fils d'un bijoutier assassiné par les Brigades Rouges. Il avait 12 ans à l'époque, lui est resté paraplégique. Personnellement, je n'ai rien contre César Battisti, mais il a été condamné par un tribunal civil. Et c'est ce tribunal qui a fixé une sentence, 2 fois la prison à vie.
Pour ce meurtre, César Battisti a été condamné par contumace en 1993. S'il est arrêté puis extradé vers l'Italie, il retournera directement en prison, sans nouveau procès. La commémoration des 20 ans de la catastrophe de Tchernobyl. Les cérémonies auront lieu cette nuit, mais elles ont déjà commencé à Moscou. Vladimir Poutine a décoré une vingtaine de liquidateurs. Ces pompiers, soldats ou civils dépêchés sur place en urgence, souvent sans protection pour contenir l'incendie du réacteur. On en parlait hier. À Kiev, en Ukraine, le président Yushchenko a demandé une nouvelle fois l'aide des Occidentaux pour surmonter 20 ans après les conséquences de l'accident. Il faut rappeler que 15 milliards de dollars ont déjà été investis pour nettoyer les lieux, construire un sarcophage de béton, mais les travaux continuent. Et pourtant, des milliers d'habitants évacués juste après l'explosion sont retournés vivre à quelques kilomètres de là. Et puis il y a la zone interdite, tout près du réacteur, où le temps semble s'être figé. L'une de nos équipes a pu y pénétrer. C'est le dossier de cette édition. Il est signé de nos envoyés spéciaux Anne Poncinet et Xavier Luizet. Radioactivité, stop. À 140 km au nord de Kiev commence la zone d'exclusion. Entrée réservée à ceux qui y travaillent ou qui circulent avec un guide officiel. En principe, une zone de non-vie, abandonnée, gagnée par la végétation. Mais au détour d'un village désert, des notes de musique. Un concert en souvenir de la catastrophe. Et paradoxalement organisé par l'administration même qui gère cette zone théoriquement interdite. On a compris que parfois c'est plus dur de vivre loin de sa terre natale qu'avec la radioactivité. Beaucoup de ceux qui ont été forcés de partir sont morts alors que d'autres ont bien survécu ici. Maria a bien été évacuée, mais elle n'a tenu qu'un mois en ville. Elle est revenue. Au début, elle se cachait. Puis, après un contrôle radiologique de ses pommes de terre et sa basse-cour, sa présence a fini par être tolérée. Il serait 350 réinstallés, comme elle. Si au moins on la voyait, cette radiation, si on en trouvait un morceau par terre. Mais comme ça, dans l'air, on ne la voit pas. Lui, en tout cas, la radiation, il l'entend. Sur ces antiques machines qui ont déjà fait 8 fois leur temps. Les hommes de la sécurité civile surveillent la radioactivité enregistrée par une trentaine de capteurs. Plus ça crépite, plus c'est fort. En été, il y en a plus. En hiver, quand la neige couvre le sol, elle baisse d'à peu près 40%. Dans la ville de Tchernobyl, qui abrite par roulement de 15 jours les travailleurs de la zone, les rues, les habitations sont régulièrement contrôlées. En fait, la radioactivité a contaminé le sol par taches. Notre guide connaît les endroits qui crachent, comme on dit. Ici, 80 fois plus que dans une ville normale. Il s'appelle Denis. Guide professionnel dans un étrange musée, Pripyat. Ville fantôme avec ses immeubles déserts évacués 2 jours après la catastrophe. Denis est de ceux que la zone fascine. L'endroit lui-même m'attire. J'ai toujours envie d'y revenir. Je trouve que c'est calme et beau. De loin, on ne voit pas bien que tout est vide, mais il y a le silence. Pripyat s'est figé dans son état de ville modèle soviétique. Dans l'atelier d'Agitprop, les portraits des huiles du parti attendent depuis 20 ans un congrès local qui n'aura jamais lieu. Et là-bas, à l'horizon, se dresse toujours la centrale, aujourd'hui à l'arrêt, mais encore polluante, qui a tué la ville, construite à son service. La grande roue prévue pour la fête du 1er mai 86 n'a jamais fonctionné. Le temps s'est arrêté ici 5 jours avant et depuis, lentement mais sûrement, la ville se désagrège. Mais la radioactivité, elle ne va pas au même rythme et elle demeure 20 ans plus tard, bien au-delà des normes autorisées. À l'étranger encore et en bref, la commémoration de la Shoah. Comme chaque année en Israël, la vie s'est complètement figée lorsque les sirènes ont retenti. Les voitures, les piétons se sont arrêtés pendant 2 minutes. Au Parlement, les noms des victimes du génocide nazi ont été énumérés à la tribune par des députés. En Irak, l'ennemi public numéro 1, Abu Musab al-Zarqawi, nargue les autorités et les forces américaines. Il est apparu pour la première fois depuis la chute de Saddam Hussein en vidéo sur un site islamiste. Al-Zarqawi est considéré, rappelons-le, comme le chef d'Al-Qaïda en Irak et responsable à ce titre des attentats les plus sanglants.
Au Népal, la grande manifestation qui devait avoir lieu aujourd'hui s'est transformée en scène de liesse populaire. Hier, le roi a en effet cédé. Il a annoncé, vous le savez, que le Parlement serait rétabli dans ses droits et qu'un Premier ministre issu de l'opposition allait être nommé. Sur place, Philippe Rochaud, Philippe Decaux. On a dansé jusqu'à l'aube dans les rues de Katmandou pour fêter le retour à la vie parlementaire. Ici même, où les manifestations de ces derniers jours ont fait 15 morts. Une victoire du peuple, dit-on, sur le régime autocratique du roi Gyanendra. Si on n'inclut pas les femmes dans le processus politique, il n'y aura pas de démocratie. Il faut compter sur elles et sur les autres parties de la société. Drapeau rouge en tête des cortèges, le Parti communiste veut montrer qu'il est un élément incontournable des 7 partis de l'opposition. Car c'est l'opposition qui sera chargée de former le nouveau gouvernement. Elle semble unie face au roi, avec à ses côtés les maoïstes, communistes purs et durs. Je respecte leurs sentiments. Je ne suis pas 100% avec eux dans ce qu'ils font, mais j'aime leur position. La police regarde d'un air inquiet les drapeaux rouges envahir la rue. À midi, les maoïstes font savoir que le discours du roi est un piège et se désolidarisent de l'opposition. Le refus des maoïstes de s'aligner sur les partis d'opposition permet au roi Gyanendra de montrer du doigt ces extrémistes qui sèment la peur dans le pays et de justifier sa politique de répression contre cette rébellion d'extrême gauche. Économie avec les conséquences de l'envolée du prix du pétrole et les pistes explorées par les compagnies aériennes pour faire face et améliorer leur rentabilité. Parmi les hypothèses évoquées, celle de voyageurs qui resteraient debout, comme dans le métro. Il est question aussi de rapprocher les sièges un peu plus encore, tant pis pour ceux qui ont de grandes jambes. Vincent Fourcade, Alain Locasio. 2 fauteuils de classe économique, 14 kilos chacun. Pour cet homme, une mission, faire maigrir au maximum ses sièges vieux de 15 ans. Si on réduit un petit peu donc, la densité de mousse ici, on gagne 1 kg. Ici, sur ce principe de dossier qui est très épais, on peut gagner donc 1 kg facilement aussi en réduisant donc, les épaisseurs et la mousse, et puis en travaillant peut-être sur une technologie différente. Cet architecte travaille pour une grande compagnie aérienne. Il doit concevoir un fauteuil de moins de 10 kg pour alléger chaque appareil de plus d'1 tonne. Il brûlera donc moins de kérosène. Un fauteuil plus léger mais également plus fin, 6 à 9 cm d'épaisseur en moins, un bon moyen de faire des économies en mettant plus de monde dans les avions. Sur 400 sièges à peu près, on va essayer de gagner entre 20 et 30 sièges bon, sur l'ensemble de la cabine. Un maximum de passagers embarqués pour compenser les prix records du carburant. Le kérosène, 7 fois plus cher aujourd'hui qu'en 1999. Et pour rentabiliser encore plus les vols, certains spécialistes pronostiquent déjà, croquis à l'appui, une ultime évolution du transport aérien, le voyage debout. Airbus y songerait déjà pour certaines versions de l'A380, mais attention, ce sera uniquement le temps de prendre un verre au bar du futur géant des airs. Toujours à propos d'économie, un mot du conflit à France-Soir, toujours absent des kiosques demain. Après 2 semaines de grève, la rencontre entre les journalistes et le repreneur Jean-Pierre Brunoy s'est soldée par un échec. Dans les Pyrénées, le rendez-vous tant attendu n'a finalement pas eu lieu. On vient de l'apprendre, il est reporté. La première des ours slovènes qui doit être introduite est bien arrivée sur place, mais elle n'a pas été lâchée en raison de la manifestation de quelques dizaines d'opposants. Il faut dire que là-bas, l'ours est une affaire d'État. Julia Delage, Olivier Combes. C'est un face-à-face tendu qui a duré toute la journée. D'un côté, les gendarmes mobiles, de l'autre, des éleveurs et des bergers hostiles à l'arrivée d'un nouvel ours dans leurs montagnes pyrénéennes. Dans le village, ils ne sont qu'une dizaine des porte-paroles, surtout là pour répondre aux journalistes. Au moment où l'ours sera lâché, il est décidé que ces 50 personnes essaieront de rabattre l'ours vers le village d'Arbas. L'objectif, faire le plus de bruit possible avec des cloches par exemple pour perturber le lâcher de l'ours. Et c'est réussi. Dans cette camionnette, le plantigrade effrayé. Du coup, l'opération est reportée heure après heure. Pour l'instant, elle n'a toujours pas eu lieu et la ministre de l'Environnement sera sans doute obligée de la faire réaliser ailleurs. C'est pour moi, je dirais, l'expression de la manifestation la plus imbécile qu'il soit. Je ne prendrai pas le risque, en tout cas, que cette bête soit tuée.
Donc nous allons effectivement voir les choses différemment. Ici pourtant tout était prêt, même le tapis de glaise destiné à immortaliser les premiers pas de l'ours Paloma sur le sol français. Capturé hier selon la procédure habituelle, comme sur ces images en 1996, l'ours a été endormie avant de rejoindre les Pyrénées. Pour le moment, elle est toujours dans le camion qui a servi à son déplacement. Santé avec la journée mondiale de lutte contre le paludisme. C'est l'une des maladies les plus meurtrières, 3 millions de morts chaque année. Elle est provoquée par un parasite du moustique. Pourtant, des traitements existent, des financements aussi. Et les piqûres pourraient être évitées souvent grâce à des gestes simples. Dormir sous une moustiquaire notamment. Dans les pays concernés, les associations humanitaires cherchent en tout cas à informer les habitants par tous les moyens. Envoyés spéciaux au Burkina Faso, Jérôme Soulard, Jean-François Monnier. Sous les grands arbres du village aujourd'hui, c'est jour de fête. D'abord cette danse de bienvenue pour des invités prestigieux. Avec l'ONG Plan, une troupe de théâtre est arrivée pour jouer une pièce contre le paludisme. Ici à droite avec son masque, voici le dangereux moustique porteur du palu, dans la plus pure tradition africaine de la transmission du savoir. C'est vraiment le moyen de communication idéal. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de télévision, un peu de radio, etc. Donc il faut avoir la masse des gens en même temps et surtout beaucoup d'enfants. Donc le théâtre que l'on vient de voir, c'est quand même une tradition burkinabé. Les gens rient, donc ils apprennent en riant. Grâce au théâtre, un peu plus loin, on regroupe les femmes enceintes et leurs tout-petits. Ils sont les plus fragiles et donc les plus touchés par le palu. Une seule solution pour les protéger, la moustiquaire, elle coûte 7,50 €. Cette année, Plan en a distribué plus de 50 000 au Burkina, encore insuffisant, mais les premiers résultats sont là. Ça sauve des vies tous les jours. On la distribue gratuitement au moment. Nous avons essayé plusieurs stratégies pour la promotion de la moustiquaire, surtout imprégnée longue durée, parce que c'est un moyen sûr pour prévenir le paludisme. Dans un mois en Afrique de l'Ouest, c'est la saison des pluies qui arrive avec ses nuées de moustiques et son risque important de paludisme. Sur ce continent, on compte déjà plus de 300 millions de malades. Chaque année, 2 à 3 millions de personnes perdent la vie. La moitié sont des enfants. Théâtre et le triomphe inattendu lors de la soirée des Molières hier soir sur France 2 du petit-fils de Charlie Chaplin, James Thierry. Il a empoché 4 prix pour son spectacle, la Symphonie du Hanneton. Et en digne héritier de Charlot, James Thierry a effectué un numéro de mime au moment de récupérer ses récompenses. Voilà, ce n'était pas à la soirée des Molières, mais un extrait de son spectacle. Cinéma, décidément, le comique français a le vent en poupe. Camping, avec le Franck Dubosc, une comédie inspirée de sa propre expérience, sort demain sur les écrans. Barbecue, tongs et pastis, une chronique d'un été sous la tente. Pascal Deschamps, Jean-François Monnier. Elle est en panne? Non, elle n'est pas en panne, elle attend le coucher du soleil, elle adore ça. Le prétexte de camping est tout simple. Un riche chirurgien esthétique tombe en panne un 15 août à Arcachon et se voit contraint de passer la nuit dans un camping. Choc des cultures assuré. Tente maréchale, 4 places adultes, 2 places enfants. Ventilation latérale, couture étanche, double toit, tapis de sol polyéthiné. Ouais, c'est une tente quoi. Car en digne représentant de la France d'en haut, Michel Saint-Josse va découvrir un autre monde. Bon appétit. Merci. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a là, Delon? Ah, tu n'as pas dit merci? Mais pourquoi? Il t'a dit bon appétit. Merci. Franck Dubosc n'est pas au générique du film par hasard. C'est lui qui en a eu l'idée, ou plutôt l'envie, car cette chronique drôle et tendre à la fois de la vie en caravane ou sous la tente a été nourrie de son expérience. 36 ans de camping avec papa-maman. La caravane au camping de Sénac, d'ailleurs elle est là.
C'est avec mon papa, ma maman et moi, vous voyez, un petit peu plus. Ce moment où on n'a plus très envie de faire du camping, on trouve ça un peu ringard, mais on aime bien retrouver ses parents. Et pourquoi vous n'achetez pas une maison ici alors? Ah bah non, on sera obligé de venir là tout le temps. Oui, mais puisque ça fait 30 ans que vous venez ici tous les ans. Oui, mais c'est pas pareil. Là, si on veut, on peut aller ailleurs. Si vous voyez cette photo, je sais pas si on la voit bien. Il y a mon père et ma mère en vélo et mon père sourit. Et mon père, comme beaucoup de gens, a eu des soucis, avait une année difficile. Et puis pendant 3 semaines, c'était ces 3 semaines de bonheur, c'était son paradis. Monsieur Chirac est demandé à la réception. Monsieur Chirac. C'est pour moi. Mais tu t'appelles Chirac, toi? Ah oui, Chirac, Patrick Chirac. Pourquoi tu ne changes pas de nom? Pourquoi c'est moi qui changerais? Une comédie en guise d'hommage où l'on n'est jamais méchant et où de marche des tongs en élection de Miss Camping, il vous prend une furieuse envie de vacances. Pastis partant bleu. Pastis délicieux. Et toujours à propos de cinéma, la première diffusion ce soir en clair sur France 2 d'un énorme succès du cinéma français, Les Choristes, plus de 8 millions d'entrées. Et depuis sa sortie il y a 2 ans, le film a suscité bien d'évocations. Pascal Deschamps. Quoi? Je connais pas de chanson. Une chorale. Lorsqu'il se lance en août 2003 dans le tournage de son premier film, Christophe Baratier, un ancien professeur de guitare, ne se doute pas du phénomène qu'il va créer. Sorti 6 mois plus tard, Les Choristes font chanter le box-office. 8 700 000 entrées pour l'histoire toute simple d'un pion au grand cœur avec un H. Au premier million, on a dit c'est Junio, il est très populaire. Au deuxième million, et les porteurs. Au deuxième million, on a dit ah non, c'est peut-être pas si simple parce qu'il y a des enfants. À mon avis, les gens aiment bien les films avec les enfants. Troisième million, on a dit ah oui, mais non, c'est la musique c'est le grand truc du film. Quatrième million, on a dit c'est Jean-Baptiste. Après, on a dit c'est la nostalgie de l'école. Donc, on a tout dit. C'est dit en silence. Et peu à peu, alors que ma chorale progresse, j'apprivoise mon nouvel élève. Qu'importe les explications, le phénomène choriste, c'est aussi les ventes de DVD, 1 400 000, de la bande originale du film, 1 million, et surtout le boom des chorales. En donnant aux Français le goût du pupitre et de la clé de sol, Les Choristes est devenu plus qu'un film, un phénomène de société. Le cinéma, la télévision, c'est le thème de ce nouveau mensuel Télécinéma, premier numéro qui paraît demain dans les kiosques, 2,70 € avec des critiques de films et des sélections de programmes télé. Longue vie à lui. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Isabelle Martinet, 20h50. On retrouve donc Gérard Jugnot et Jean-Baptiste Monnier pour Les Choristes. À demain.